Donc il faut que je te parle déjà des lieux. Alors donc déjà on va commencer par le Bouillon Racine. Le Bouillon Racine où on est aujourd'hui. Bouillon Racine c'est 1906. 1906 c'est le plein art nouveau. C'est Paris 1900, c'est le Paris l'Expo universelle. Et c'est ce qui conditionne le lieu. C'est ce qui conditionne déjà le décor. Le décor c'est un foisonnement de l'art nouveau tel qu'il est apparu au moment des stations de métro de Guimard, à nouveau au moment de l'Expo universelle, à partir des années 1870. Et c'est un autre mouvement aussi de restaurants qu'on a aujourd'hui oublié, ce sont les bouillons. Les bouillons, en général, je me suis toujours amusé à demander aux gens s'ils savaient ce qu'était un bouillon. Alors, mis à part une soupe, c'est à peu près tout ce qui sort. Et les bouillons, à l'époque, il y en avait plus de 250 à Paris. Et c'était, toute proportion gardée, les McDo du début du XXe siècle. Donc c'était des restaurants populaires dont le concept a été inventé par un boucher au Halles qui s'appelait Duval et qui a eu l'idée à un moment donné d'essayer de donner à manger au Fort des Halles. Fort des Halles, c'était une population d'employés pas très riche, donc en fait il a fait un premier concept de restaurant avec des plats pas chers, des plats à base de bouillon justement, avec plutôt des abats ou des parties de viande qui n'étaient pas très chères, un peu de légumes, quelque chose de relativement consistant qu'on mangeait avec pas mal de pain, et il a fait une carte très courte et il a lancé son premier bouillon au Halles. Ça a tellement bien marché qu'il en a rapidement ouvert d'autres et il a culminé avec une trentaine de bouillons lui au début 1900. Et il y a d'autres gens qui ont emboîté le pas, dont la famille Chartier, donc il y avait deux frères, Édouard et Camille, et ici on est dans un bouillon qui appartenait à Camille. Sachant qu'il reste encore un qui appartenait à Édouard, qui est toujours connu, qui est sur les grands boulevards, et il y en a toute une série ensuite qui ont plus ou moins disparu, qui ont été repris. Voilà. Et sur les 250 bouillons parisiens, aujourd'hui plus personne ne s'en souvient. On connaît aujourd'hui les brasseries, plus les bouillons, et je pense que dans 100 ans on ne connaîtra plus non plus les brasseries, on connaîtra probablement totalement autre chose. Donc voilà pour le Bouillon Racine. Qu'est-ce que j'ai fait après? En 2005 en fait j'avais un autre local qui est juste à côté, qui est dans le prolongement de la façade, et où je me suis demandé ce que j'allais faire. Alors, et dans cette adresse en fait, avant de devenir restaurateur et d'être rattrapé par mes chromosomes, j'ai pas mal voyagé, donc j'ai voulu faire un restaurant autour des voyages. Et ensuite, comme il était juste à côté du Bouillon Racine, il fallait que j'ai essayé de trouver quelque chose autour des voyages dans les années 1900. Alors 1900, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les explorateurs, ça a failli s'appeler le comptoir des explorateurs, et puis ensuite j'ai vérifié l'INPI et le nom était déjà pris. Et ensuite je me suis dit, 1900, les voyages, pour le meilleur ou pour le pire, il y avait quoi? Il y avait aussi les colonies. Donc c'est comme ça que je suis parti sur l'idée des bouillons des colonies. Et pour concevoir la carte, à l'époque j'avais un second de cuisine qui était d'origine pied noir, donc qui a fait un peu tout ce qui était Afrique du Nord. J'ai des Maliens en cuisine qui m'ont aidé à donner des plats d'Afrique noire. J'ai un chef qui est parti, qui a passé 2 ans en Tahiti, donc on a ramené un peu des recettes de Tahiti. Et on est allé pêcher un peu comme ça, à droite à gauche, toute une série de recettes pour monter un concept de restaurant du monde. Donc ça c'est le Bouillon des colonies. Et puis il y a eu un moment donné où j'ai eu envie de chercher une autre adresse. Alors j'ai vu pas mal de choses, j'ai vu des restaurants à créer, et en fait un beau jour on m'a proposé des restaurants qui étaient dans la veine du Bouillon Racine, donc des restaurants historiques. Et c'est comme ça que j'ai racheté le Pharamond en 2011. Pharamond c'est encore autre chose, c'est une vieille institution des Halles. C'est un restaurant qui est encore plus ancien, qui a été créé en 1876 par un Normand qui s'appelait Alexandre Pharamond, et qui lui est arrivé à Paris pour faire connaître les tripes à la mode de Caen. Voilà. Et alors un truc qui est amusant, c'est que là, à cette époque, lui avait une fabrique de tripes au Halles et il faisait des livraisons de tripes à domicile. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nous semble totalement démentiel d'avoir des tripes à domicile. On est aujourd'hui dans la période sushi, pizza, etc. Et je pense que dans 100 ans, on sera probablement passé à toute autre chose et que les livraisons de pizza et autres sushis aujourd'hui nous paraîtront totalement aberrants également. Et Pharamond, donc, il a créé son restaurant en 1876, qui est sur 2 étages. Quelque chose d'assez unique pour moi parce que c'est une maison à Paris complètement dédiée à un restaurant, avec 2 salles au rez-de-chaussée et au premier étage et 4 petits salons au 2e étage. Et les petits salons en général c'était réservé à plutôt des politiques ou des artistes ou à des gens qui avaient plus ou moins envie de venir incognito, donc avec une entrée séparée.
et probablement des rendez-vous galants dont on a perdu l'habitude au XXIe siècle, mais qui étaient plutôt très très courants au début du XXe. Voilà pour le Pharamond. Et aujourd'hui, c'est une adresse pour moi où je me sens extrêmement bien parce que ça fait partie des lieux à âme, des lieux dans lesquels vous entrez et vous n'aimez ou vous n'aimez pas, après ça dépend des goûts de chacun, mais où il se dégage vraiment quelque chose et où vous avez l'impression de pouvoir palper un peu l'histoire ou les 100 ans qui vous ont précédé au détour d'un décor, d'un miroir, d'un détail architectural ou d'un détail de décoration. On mange toujours des tripes et on mange toujours les tripes chez Pharamond. On a gardé les tripes, on a gardé les andouillettes. Alors on a moins d'abats que ce qu'ils pouvaient faire. Il est certain que j'ai un certain nombre d'amis IES à qui il est hors de question d'essayer de faire goûter des abats. Donc on a été amené un petit peu à diversifier. Donc on est plutôt sur une cuisine normande où là il y a pas mal de choses. Il y a pas mal aussi de poissons, de crustacés. On peut aller chercher pas mal de choses autres que simplement les abats. Et pour la petite histoire, j'avais une amie aussi qui me disait que jamais elle mangerait des tripes, jamais elle mangerait des abats. Donc je l'ai invitée un soir et puis elle m'a dit qu'est-ce que tu me conseilles? Je lui ai dit laisse-toi faire, je vais te faire goûter quelque chose. Voilà. Et elle l'a dégusté, mangé et adoré des tripes et je lui ai avoué au dessert ce qu'elle avait mangé. J'ai cru qu'elle allait me planter la fourchette dans l'œil gauche. Il a fallu que sous ces huées et cris d'orfraie, je me protégeais tant que j'ai pu, mais j'ai réussi à lui faire manger des tripes et elle a aimé. Voilà, comme quoi tout est bien souvent qu'une affaire de, non pas simplement de goût, mais simplement de tout ce qu'on a pu entendre parler avant, mais ne reposant sur rien de précis.